Relief, bonsoir. Bonsoir. Tu es président de la conférence des tribunaux de commerce, donc si je comprends bien, patron de l'ensemble des tribunaux de commerce. Tu vas nous expliquer cette construction un peu particulière, il faut bien dire, et puis peut-être expliquer quelques spécificités de la justice commerciale, qui est à la fois une justice, donc il y a des juges consulaires, mais qui sont en même temps des gens qui viennent de l'entreprise et qui souvent travaillent encore dans les entreprises. Alors, est-ce que tu peux en quelques mots, nous expliquer tout ça? Bien, la conférence générale, c'est la conférence générale des juges consulaires de France. Ce n'est donc pas la conférence générale des tribunaux. C'est la conférence des juges. Il y a 3200 juges en France qui sont réunis dans 134 tribunaux. Et la conférence générale est la structure qui représente ces différents juges. Alors maintenant, sur quelle est notre activité, il y a deux piliers importants. Il y a un pilier dans les conflits commerciaux. Et on est chargé de tout ce qui concerne les conflits commerciaux entre, évidemment, les actes de commerce entre les commerçants. Et puis à côté de ça, on est chargé aussi de gérer les entreprises en difficulté, c'est-à-dire d'essayer de régler leurs problèmes. Alors ces deux tâches-là, qui sont les tâches, je dirais, essentielles et les plus anciennes dans notre fonction, car c'est une fonction et pas une profession, ces deux tâches sont maintenant élargies, assez considérablement d'ailleurs. Sur le plan du contentieux, on est en charge de l'apaisement des différends. C'est-à-dire qu'avant que les conflits s'enveniment et fassent l'objet d'un jugement, eh bien, on peut les traiter et apaiser avant. Alors, c'est ce qu'on appelle les modes alternatifs de règlement des différends, les fameuses MARD, et les juges commerciaux sont là-dedans extrêmement, je dirais, partie prenante, puisque connaissant l'entreprise, aider à régler les conflits de contentieux est évidemment une tâche qu'ils connaissent et qui était pour eux, je dirais, leur ADN. Et puis, sur les entreprises en difficulté, c'est un peu pareil. Maintenant, on intervient beaucoup plus en amont, puisqu'en fait, on anticipe ces difficultés et on aide l'entreprise à les anticiper. Et ça, il y a des techniques aussi, il y a des produits adaptés qu'on appelle le mandat ad hoc ou la conciliation, et qui sont là en amont. Et là moi, c'est intéressant pour nous, juges consulaires, parce que je pense qu'à la fois l'apaisement des conflits et l'anticipation des difficultés, c'est vraiment ce que nous sommes depuis tout le temps. C'est-à-dire que nous sommes des commerçants, des industriels, donc on est particulièrement bien adapté à traiter ces difficultés d'apaisement ou d'anticipation de cette façon-là. Bien sûr. Alors, il y a eu beaucoup de projets depuis 10-15 ans, enfin bien avant encore, mais dans la période récente, de réforme des tribunaux, ça aboutit sur une réévaluation considérable de la formation des juges, qui est plutôt une bonne chose, adaptée aux circonstances. Mais alors, là, il y a une réforme de la justice, de façon plus générale, et aussi qui contient un volet sur les tribunaux de commerce. Qu'en est-il? Qu'avez-vous gagné? Qu'avez-vous perdu, si on veut faire un bilan de cette réforme? Alors, quand on dit de cette réforme, c'est un peu rapide, parce que nous sommes, pour l'instant, dans l'objectif de plusieurs réformes. Il y a une réforme qui est faite par le ministère de l'économie et qui avait deux volets. Le premier volet qui porte sur les techniques de difficulté des entreprises. Bon, c'est ces ordonnances de 2014, du mai 2014. Et puis à côté de ça, il y a la fameuse loi Macron. Ouais. Et nous, les tribunaux de commerce, on s'est retrouvés coincés entre le repos dominical et la publicité des grands stades. Il y avait un chapitre qui nous était... qui nous concernait. Chapitre qui nous concernait, qui concernait quoi particulièrement? Eh bien, c'était la spécialisation des tribunaux, dans une perspective très particulière, qui était que les entreprises d'une certaine taille devaient ne plus être traitées par l'ensemble des tribunaux. Donc c'est la spécialisation dont on a longuement parlé. Donc pas par un tribunal qui n'a pas les moyens... Alors c'était ça. Alors l'idée de départ, c'était de dire, en gros, il faut qu'on détermine 6 à 7 tribunaux qui vont gérer toutes les difficultés des entreprises qui ont plus de 150 salariés. Voilà. Et ça, ça nous posait, cette réforme-là, de ce point de vue-là, nous posait un problème. Le problème que ça nous posait, c'est que les entreprises de 150 salariés, il y en a beaucoup en France. Et que ça concernait globalement
à peu près plus d'une centaine de tribunaux sur les 134. Et puis ça éloignait, c'était surtout le problème essentiel, en termes de proximité. Ouais. Il fallait que le chef d'entreprise aille en cohorte à 100 km, 200 km, 300 km pour aller s'ouvrir de difficultés qu'il risquait d'avoir. C'était absolument impossible. Donc ça, on s'est bagarré sur ce sujet-là pour expliquer et faire comprendre qu'il fallait que le seuil soit plus élevé et que ça concerne exclusivement les entreprises qui ont de vrais problèmes. Alors après, il a fallu qu'on s'arrête, puisque c'était le point de passage obligé avant toute négociation. On s'est arrêté pendant une dizaine de jours, on a suspendu nos audiences, et au bout de cette période-là, on a négocié avec le ministère de l'Économie pour qu'en réalité les seuils soient remontés, deux décisions, les seuils remontés, c'est-à-dire de 250 à 250. Et puis toute la prévention demeure dans les tribunaux de l'entreprise. Donc là-dessus, donc sur la compétence de ces tribunaux même, on a fait évoluer le curseur de façon à le mettre à un niveau tel que ça ne posait pas de problème aux entreprises de taille moyenne. Donc ça, c'était le premier point. Et le deuxième point de l'histoire, c'était quels tribunaux? Ce sont des tribunaux de commerce, mais en retenant 8, évidemment, on en éliminait un certain nombre, et avec les problèmes de proximité que j'indiquais tout à l'heure. Donc notre objectif à nous, c'était de coller au terrain, c'est-à-dire de coller à la proximité, et pour nous, on estime qu'il en fallait entre 15 et 18 sur les 134, de façon à répondre aux impératifs de proximité. Et on s'est trouvé entre deux feux, le ministère de l'Économie qui estimait qu'avec 7 ou 8 tribunaux, 9 tribunaux, on arrivait au résultat, et puis la chancellerie qui, elle, avait une analyse différente, qui était fondée plus sur le problème de la territorialité, sur le problème de la carte judiciaire, et qui, elle, pour elle, il en fallait le nombre de cours d'appel actuel, c'est-à-dire 135. Enfin, 35, pardon, c'est pas 35. Donc, en fait, on était balancé entre les deux. Nous, on a considéré qu'il fallait un nombre limité, parce que sinon, ça ne servait plus à rien, mais suffisant pour pouvoir couvrir. Et là, on a appris la semaine dernière, lors de notre congrès, que le curseur était fixé d'un commun accord entre la chancellerie et puis l'économie, le Bercy, à 18 tribunaux. Donc, on arrive dans notre... Alors, simplement, dans les 18 tribunaux, bon, c'est comme toujours, moi je pense à titre personnel que ça va très bien, sauf que la région parisienne est très mal représentée, parce que bon, des tribunaux comme Bobigny, Créteil ou Versailles ne sont pas retenus, et qui sont beaucoup plus importants qu'Évry. Ouais. Et puis qu'on a retenu Poitiers, ou Besançon, qui ne sont pas dans les critères de départ, qui ne sont pas forcément dans les clous. Bon, mais c'est une décision politique, et moi je l'admets comme telle. Simplement, peut-être que les tribunaux de la région parisienne devraient être vus, parce que là, il y a vraiment un vrai problème de compétences et de gros tribunaux. Voilà. Donc sur ce terrain-là de la spécialisation, avec l'aide des deux ministères, on est arrivé à une situation qui est honnêtement aujourd'hui tout à fait convenable, et je dirais presque très agréable pour nous, puisqu'en fait ça correspond exactement à ce que nous avions souhaité, non pas pour nous d'ailleurs, une fois de plus, mais pour les entreprises. Et d'autres volets dans cette réforme? Alors, l'autre volet, c'est une autre réforme qui, là, par contre, elle est analysée et prévue par la chancellerie, qui s'appelle d'un terme très pompeux d'ailleurs, un peu, quand même, justice du XXIe siècle. Oui. Alors nous, là-dedans, on a un chapitre qui nous est réservé, si je puis dire, et c'est le chapitre qui concerne le statut confort. La loi est faite pour conforter le statut des juges. Bon. Donc, sur ce plan-là, on est tout à fait d'accord, et tout à fait heureux d'ailleurs qu'on voit notre statut reconnu, puisque jusqu'à maintenant, on n'avait pas le statut. Donc là, dans le Code de commerce, il va y avoir un certain nombre d'articles qui vont nous installer officiellement dans le paysage judiciaire, de façon à ce qu'on ait maintenant une réalité, je dirais, non seulement uniquement de fonction, mais une reconnaissance dans l'organisation judiciaire. Alors, quelles sont les grandes nouvelles là-dedans? Bon, il y a un truc très technique, mais qui pour nous est important. On sera protégé des attaques des justiciables comme les magistrats professionnels. Ah, oui. Jusqu'à aujourd'hui, il nous fallait souscrire une assurance privée. Une assurance à part, oui. À part. Bon, on a passé ça maintenant. Et puis sur le reste, il y a deux points importants qui je crois, méritent d'en dire un mot. C'est ce qui concerne la formation et ce qui concerne la déontologie. Je dirais un mot sur la déontologie. L'essentiel de ce justice du XXIe siècle, c'est de nous mettre exactement dans le droit fil des magistrats professionnels. Ouais. Donc, et nous, là-dessus, nous sommes tout à fait d'accord. Il est évident que la déontologie, c'est le point central
de ce que nous devons, ce que nous devons veiller très fortement. Pourquoi? Parce qu'on vient de l'entreprise, et puis c'est notre force. Hein. Bien sûr, bien sûr. Mais comme on est proche de l'entreprise, c'est aussi notre risque. Et là, entre les deux, c'est un avantage et un inconvénient. Entre les deux se situe le conflit d'intérêts qu'il faut absolument que l'on élimine. Alors, ce conflit d'intérêts, il y en a une partie qui est éliminée dans la mesure où c'est dans la loi. Mais maintenant, il y a un certain nombre de situations qui peuvent amener un conflit d'intérêts. Et ces situations-là, elles sont supposées ou... elles sont en tout cas à l'appréciation du juge. Donc là, je dirais qu'on a sur la notion d'apparence, on a un chemin à faire. C'est le chemin de la culture déontologique. Ce chemin de la culture déontologique pour impliquer tout le monde. Pour nous, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est qu'au sein de chaque tribunal, on a mis un juge déontologue qui, avec le président, va développer cette culture, répondre aux questions, examiner les situations. Et puis, au niveau de la conférence générale, on a mis en place un comité d'éthique et de déontologie qui a le même rôle, mais au niveau de la conférence générale, pour tous les tribunaux, et c'est un comité de trois juges, et qui, tous les cas qui lui sont soumis, donne un avis. Et puis, on va transmettre au fur et à mesure les bonnes pratiques. Alors, ça, c'est à l'intérieur des tribunaux, parce que je pense que la culture, ça ne s'impose pas, ça s'apprend, ça se pratique, et à partir des tribunaux, mais à côté de ça, la loi va prévoir un certain nombre d'obligations je dirais, de déontologie, d'entretien déontologique, donc de tas de choses qui sont pour nous tout à fait normales. Une déclaration d'intérêt, il faudra voir précisément à ce qu'on fasse attention, puisqu'on n'est pas des fonctionnaires, donc il faut faire attention au respect de chacun en termes de sa vie professionnelle, et puis voilà, mais hormis ce problème-là, sur la déontologie, nous sommes tout à fait en harmonie, et même on précède un peu le mouvement. Là-dessus, il n'y a pas de notre côté d'ambiguïté. Sur la formation, d'après ce projet, devient obligatoire. Formation initiale, formation continue. La formation initiale, c'est en gros 10 modules, enfin 8 modules mais certaines 2 jours, donc ça fait une dizaine de journées, obligatoires. Elle l'était dans les faits, puisqu'en fait, nos rapports avec l'ENM sont des rapports qui remontent à 10 ans. Mais moi, j'ai toujours tenu à ce que cette formation, même si elle n'était pas obligatoire, le soit dans les faits. Et dans les faits, elle l'est aujourd'hui. Bon. Simplement, il faut il y a quelques petits problèmes à régler sur les modalités, c'est-à-dire comment ça se passe, quels sont les thèmes. Enfin bon, il y a un certain nombre et puis surtout, il y a un petit problème, mais qui pour nous est très énervant, c'est que on veut bien être formé, on veut bien que ce soit obligatoire, mais à une condition, c'est que les frais de déplacement soient remboursés. Ce que nous disons, c'est que le bénévolat, nous sommes tous bénévoles, totalement bénévoles, mais que le bénévolat, c'est pas la gratuité. Et que la gratuité, on estime qu'il faut que les déplacements des juges soient payés de même d'ailleurs que leur code ou que les liaisons informatiques. Donc vous voyez, là-dessus, c'est obligatoire. Nous, ça ne nous gêne pas, parce que c'est déjà obligatoire dans les faits, mais on veut maintenant que ce soit acté et que ce soit pris en compte par les groupes. Alors, cela dit, en matière de formation, ce qui est pour nous plus important, c'est qu'au-delà de l'ENM, au-delà de la formation initiale et continue, je pense qu'il faut absolument qu'on ait une formation spécialisée. C'est-à-dire que les lois sont de plus en plus compliquées, les entreprises s'internationalisent, tout est de plus en plus difficile, donc il faut qu'on arrive à spécialiser les juges. Et on a ouvert cette année, il y a maintenant 2 mois, un diplôme universitaire en partenariat avec Paris 1 Sorbonne pour les juges, c'est-à-dire 120 heures, sur les entreprises en difficulté. Et ce DU-là, il a évidemment pour mission première de former les juges, mais aussi, et c'est pas nul pour les juges consulaires, de valoriser la fonction. C'est-à-dire que le juge qui est en activité dans une société, il va pouvoir acter du fait qu'il a, dans sa formation complémentaire, bien entendu, il exerce une fonction de juge, mais en plus de ça, il a un diplôme universitaire d'entreprise en difficulté, ce qui peut le valoriser. Nous cherchons à valoriser évidemment cette fonction, parce qu'une fois de plus, on est bénévole et qu'il faut Alors sur les 2 points là essentiels de la formation et puis de la déontologie, très honnêtement, on est dans les clous. Et si on ajoute à ça que les paramètres
qui justifie l'efficacité des tribunaux, c'est-à-dire le nombre d'appels et la durée des jugements, sur ces deux points-là qui sont les deux indicateurs ouais. d'efficacité. Sur l'indicateur de l'appel, on est à 13% d'appels. Je ne compare ni avec les DGI qui sont au-delà de ça, ni bien entendu avec les prud'hommes, mais nous sommes dans la liste les premiers, les plus bas. Et en termes pareils de délai de jugement, on est à 5,7 mois. On peut s'améliorer bien entendu, mais nous sommes dans des eaux qui sont largement acceptables et qui sont très correctes par rapport à la justice dans son ensemble. Donc voilà un petit peu où on en est. Très bien. Bah, écoute, moi j'en conclus que Michel de l'Hôpital doit être absolument enchanté de l'évolution des choses. Il est absolument enchanté. Il nous regarde avec toujours son air un peu étonné, mais ça fonctionne toujours. Et d'ailleurs, sur ce point-là, je le dis à chaque fois que quand on va, ça nous arrive bien sûr, et à moi en particulier souvent, d'aller à la chancellerie, dans le bureau d'attente, dans la salle d'attente du cabinet des ministres, il y a tous les ministres de la justice. Et le premier tout en haut à gauche, tout en haut, c'est Michel de l'Hôpital. Ah, bah voilà. Eh ben voilà, la boucle est bouclée. La boucle est bouclée.